ton diplôme d'études approfondies en 1988, et 4 ans plus tard, donc, tu passais ton doctorat de neurosciences à l'université de Bordeaux, donc en 1992. Et donc 10 ans plus tard, tu intègres l'Institut Pasteur, donc en tant que responsable d'entité qui s'appelle donc Perception et Mémoire. Donc je pense que c'est vraiment les mots-clés, hein, perception et mémoire. Elle a changé. Elle a changé. Maintenant c'est action, voilà. Et donc ces mots-clés, en fait, c'est à partir donc avec toute ton équipe, hein, de biophysiciens, de médecins, de biologistes, hein, que tu vas donc développer, donc, que tu vas t'intéresser à une zone du cerveau qui est l'hippocampe, qui est très riche en neurones, qui est le siège donc, vous savez, donc, de la mémoire et de la gestion des émotions, et que tu vas montrer donc avec cette équipe que c'est la présence donc, de neurones et une synthèse en permanence donc, de nouveaux neurones, et qui va mettre à plat donc, le dogme, comme quoi qu'à partir de l'âge de 20 ans, on perd ces neurones. En fait, donc, il y a une production de neurones en permanence tout au long de la vie. Et on avait invité il y a quelques séances, donc au cours d'une journée sur le cerveau, on avait invité Gabriel Le Pousset, qui nous avait très bien montré dans un modèle murin, donc cette neurogénèse donc, au niveau du cerveau de la souris. Donc voilà, donc, avec ton équipe, de vous montrer que cette production de neurones est dépendante de son environnement et qu'elle peut être induite et modifiée donc, par un grand nombre de stimuli, des stimuli physiques, des stimuli environnementaux. Et en fait, donc, en regardant un petit peu ton parcours, j'ai vu que tu étais décrit comme un neuro-optimiste. À la ville, je ne sais pas, peut-être que tu nous en diras un peu plus là-dessus, à la ville comme à la campagne. Donc, je me suis demandé si ce neuro-optimiste qui stimule la production de neurones, au final, favorise aussi ta découverte donc, de nouvelles recherches, et puis donc la boucle est bouclée entre neurogénèse et environnement. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un peu plus donc, de cette relation entre le cerveau et le corps, et en quoi cette relation donc, bidirectionnelle, qui est à la fois donc, complexe, parce qu'elle est à la fois dynamique, et qu'elle met en jeu donc, un réseau complexe de neurones et de neurotransmetteurs, mais qu'elle est aussi fondamentale donc, pour notre fonctionnement. Voilà, donc je te laisse la parole pour cette exploration donc, bidirectionnelle entre le corps et le cerveau. Voilà. Merci Bernard. Merci. Merci Thierry pour d'abord cette introduction si élogieuse que je ne peux que vous décevoir. Et la vérité, c'est que j'étais juste là pour occuper un temps libre entre deux grands scientifiques que sont Bassem et Alberto. Voilà, donc vous inquiétez pas, je suis là juste pour assurer la transition, les mouvements. Prenez de l'eau, respirez, puisque j'étais un peu inquiet quand même en rentrant. Vous savez, notre cerveau est un organe, quand vous le prenez à bout de bras, il fait 1,4 kg à peu près. Je ne fais pas de blagues sur les blondes. Donc 1,4 kg pour tout le monde. Et quand vous le rapportez sur la masse corporelle, ce n'est que 2% entre les deux oreilles. Et pourtant, quand vous avez les moyens de mesurer l'énergie engloutie, parce que vous pouvez le calculer en kilowattheure, kilojoules, kilocalories, eh bien, c'est jusqu'à 30%. Voilà. Cela dit, quand vous regardez Cyril Hanouna, c'est pas autant. Donc, voilà, je suis content que les fenêtres soient un peu aérées et puis on va respirer ensemble. En tout cas, je suis vraiment ravi de cette initiative parce que à l'heure où il y a beaucoup de contre-vérités, à l'heure où la science est très mal menée, je trouve, évidemment, c'est pas vous qu'il faut convaincre puisque vous êtes là. C'est plutôt ceux qui ne sont pas venus qu'il va falloir convaincre que bon, on vit quand même nos démocraties vivent aujourd'hui des menaces certaines. Parce que sans vouloir ériger la position du scientifique, et d'ailleurs je dirais que c'est la position de vous toutes et vous tous, dès lors qu'on reçoit une information, bah, c'est de douter, et je pense que ce qu'a fait Bassem, ce que fera Alberto et ce que je ferai un tout petit peu avec vous, c'est de vous montrer, il y a un aspect narratif dans ce qu'on va raconter, mais on ne raconte pas tous les échecs, et derrière chacune de ces découvertes, mais imaginez 5 ans à minima, de déception, de controverse, on ne sait pas où on va, vous voyez. Donc ne confondons pas recherche et science, la recherche c'est avancer dans le noir. En revanche aujourd'hui, on a quand même distillé, c'est notre mission avec vous, de vous transmettre aussi les vérités, celles qui ne seront pas démodées. Vous voyez, contre tous ces ouvrages de développement personnel, toutes ces choses-là qu'il faut brûler, il faut remettre en question la pensée humaine,
le doute, le scepticisme, ce qui est en fait probablement votre démarche aujourd'hui. Et donc j'ai vu que pour Bassem, vous avez évidemment ne pas hésiter à poser des questions, et c'est, je crois, évidemment une des raisons pour lesquelles on est là, non pas pour asséner des vérités. On vous laissera notre diaporama, par exemple, comme substrat mémoriel, mais en revanche, échanger ensemble, discuter, objecter, c'est ça le but de cette manœuvre. Donc, de nouveau, encore merci. Merci de rester éveillé, merci d'avoir bravé la pluie et les vacances qui nous tentent probablement pour essayer la course aux œufs de Pâques. Donc, je ferai rapidement un aperçu sur un champ des sciences cognitives, des sciences du cerveau, qui est vraiment émergent. Notre mission à nous trois était de vous parler de la transmission de l'information, puisque finalement un cerveau n'a qu'une seule raison d'être, c'est recevoir de l'information, digérer cette information. Donc digérer, c'est une métaphore, mais en gros, c'est faire appel à des processus dits cognitifs, de transformer le savoir en comprendre. Vous voyez, informer un cerveau, c'est facile, et on est dans le savoir. Transformer le savoir en comprendre, ça demande une démarche. Il y a une pensée locale qui devient globale. Il y a justement de l'information qu'on va transférer de sites de réception de cette information à des sites qui vont être travaillés ensemble. Et s'il y a bien une seule et unique fonction du cerveau, c'est le travail collectif, comme il a été démontré, avec cette notion de variabilité quand même. C'est-à-dire, et là on peut convoquer Sartre et les chemins de la liberté, notre unique raison d'être du cerveau aussi, c'est de vouloir emprunter les champs de la liberté, ou les chemins de la liberté. C'est-à-dire que grâce à notre cerveau, l'humain est un animal un peu particulier qui cherche à s'affranchir des règles de la nature. Dans cet espace-là, si vous mettez un chat et vous partez en vacances, vous revenez 3 semaines plus tard, mais vous aviez pris soin de mettre des tas de graines par exemple, ben dans 3 semaines, vous aurez un cadavre. Si vous avez mis un moineau dans cette pièce et vous repartez, et vous avez mis des petits morceaux de viande quelque part, cet oiseau sera mort. Pourquoi? Ben parce que son registre comportemental, c'est de répondre à la nature. Donc il y a une transmission génétique, avec un peu de variabilité après dans la connectivité. Mais vous voyez que la règle du monde animal, c'est la nature. Et l'humain, eh bien, c'est plutôt donner une majorité de l'information qu'il va recevoir, non pas par merci papa et merci maman. On a parlé tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer avec 1% d'héritabilité par des gènes. Ça veut dire que 99%, ce sont des risques multifactoriels. C'est ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous regardez à la télé. Si vous prenez trop longtemps des somnifères et des anxiolytiques, on le connaît en épidémiologie, ben voilà, quelqu'un qui prend de façon chronique sur 6 mois des somnifères, eh bien, après 65 ans, a des risques accrus de développer une maladie neurodégénérative, qu'elle soit Alzheimer ou Parkinson. Donc tout simplement pour vous dire que le cerveau humain est un cerveau qui cherche à prendre de l'information, transformer cette information en comprendre, pour qu'ensuite la raison d'être, au final, c'est l'action. D'accord? Donc comment agir? Bien, je vais vous montrer un petit peu que non seulement il y a des processus qui se passent sous la boîte crânienne, mais il y a aussi des informations que l'on peut puiser, non pas de l'environnement, qu'on appelle l'exposome, et nos organes sensoriels sont là pour traiter et transmettre cette information, mais un bon nombre d'informations nous vient aussi du corps. Et ça, c'est aujourd'hui la fusion de l'âme et du corps qu'on a voulu, avec peut-être un courant matérialiste, on a voulu dissocier, et beaucoup de recherches sont faites sous la boîte crânienne, et heureusement, parce qu'on n'a visiblement pas tout compris encore, mais on s'aperçoit aussi que des facultés de notre esprit dérivent de cette connexion entre le cerveau et le corps. Et donc, sous forme de boutade, on va parler d'un axe, mais il y en a bien d'autres, mais c'est ce fameux axe entre l'intestin et le cerveau, donc le gut feeling, si vous voulez. Et donc j'aimerais vous montrer combien ce cerveau prend de l'information de l'environnement
mais il prend également de l'information du corps et qu'il en fait la synthèse. Donc en d'autres termes, quand vous marchez dehors et que vous êtes en hypoglycémie, passer devant la boulangerie, c'est une odeur exquise. Et vous aurez peut-être même un comportement que le marketing essaye de développer pour vous saisir votre libre arbitre et vous faire entrer dans la boulangerie. Simplement, le boulanger est astucieux, il s'est arrangé pour avoir une gaine qui projette de l'air du four à l'extérieur, et donc votre libre arbitre n'existe pas, vous voyez. En fait, je dis ça pour le boulanger peut-être pas, mais dans les supermarchés, certainement. Dans les supermarchés, si vous allez faire vos courses à midi, on s'arrange pour que la boulangerie qui est au fond bascule les vannes, simplement d'odeur de pain grillé, pour que vous allez avoir un instinct de consommation exacerbé. Et vous allez mettre des paquets dans votre chariot sans comprendre pourquoi. Mais tout simplement parce que cette perception que j'ai du monde, de l'environnement, du monde sensoriel, qui me parle par mes organes sensoriels, il va être aussi géré en fonction des informations qui viennent du corps. La fois où vous avez mangé peut-être un peu trop dans un restaurant, parce qu'il ne fallait pas jeter les plats, et vous êtes forcé à manger beaucoup de gras, beaucoup de sucre, et que vous sortez à 14 h mais hyper rassasié, vous repassez devant ce McDonald's où là on vous balance de l'odeur de frites sur le trottoir, vous êtes écœuré. Cette même odeur en hypoglycémie vous faisait rentrer chez McDonald's. Vous voyez? Donc j'aimerais vous montrer cette influence finalement du corps sur nos processus de décision. Est-ce que ça va? Alors, j'ai bien aimé, hein, il a eu droit aux questions, donc j'espère que j'en aurai aussi. Sinon, c'est moi qui viens vous chercher. Alors, la communication entre cerveau et organe, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, il n'y a pas un organe qui n'ait pas droit au chapitre, que ça soit évidemment les voies aériennes, je dis évidemment, on l'a vu pendant la Covid, quand on a perdu l'odorat, il y avait parfois, pour certaines personnes, des conséquences pour le cerveau. On sait qu'il y a donc beaucoup de voies d'accès entre différents types d'organes, que ce soit la bouche et donc l'intestin. On a des voies qui, on va pouvoir qualifier d'ascendantes, qui montrent de l'information de différents organes vers le cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que si on se concentre un petit peu sur l'intestin, que les voies de communication, c'est-à-dire la façon de parler à notre cerveau, elle est multiple. Il n'y a pas qu'un seul canal. Vous avez par exemple la voie sanguine qui va pouvoir prendre des messages chimiques envoyés par les bactéries. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'une grande dimension de la satiété de la prise alimentaire ne dépend pas de votre libre arbitre en disant cette chantilly, je la veux. Mais c'est à un moment donné des microbiotes, une composition particulière qui fera que vous ayez une appétence ou pas vers le gras ou le sucré, par exemple. Ou j'en veux plus. Carrément, là c'est le signal de satiété, stop. Donc on parlera de cette voie sanguine qui achemine des types de messagers. Et évidemment, ce que font les chercheurs, c'est d'essayer de décrypter le code. Pour l'instant, on n'a pas la machine Enigma, mais il y a beaucoup de messages complexes qui remontent par voie sanguine à notre cerveau. Vous êtes tous trop jeunes, mais dans les années 80, on avait découvert que le cerveau réagissait au stress. On avait découvert l'hormone, le cortisol. Et tout le monde s'est mis à fouiller dans le cerveau. Où vient le cortisol? Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le cortisol, il ne vient pas du cerveau. Mais il agit sur le cerveau, bien sûr. Les récepteurs sont là. Mais il vient de glandes qui sont au-dessus de nos reins. Alors évidemment, ça va passer par la voie sanguine. Et aujourd'hui, si vous voulez faire des tests de stress, vous allez voir votre laboratoire d'analyse biologique et vous pouvez faire un prélèvement sanguin et avoir un taux de cortisol qui vous renseignera sur votre aspect relax ou plutôt stressé. Mais donc tout ça pour vous dire que le sang achemine des messagers de la périphérie au cerveau. Le sang achemine aussi des cellules qui vont être des cellules particulières immunitaires, les sentinelles qui patrouillent dans notre corps. Et alors là, il n'y a pas un mois où il n'y a pas une grande publication qui nous surprend pour montrer que des cellules immunitaires patrouillent et rentrent dans le cerveau. Si bien que certains pensent que des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer,
au moins dans certaines catégories, correspondent à une inflammation. C'est-à-dire que ces patrouilleurs-là, qui peuvent avoir été activés parce que par exemple, vous avez le droit d'avoir une maladie chronique inflammatoire, ça arrive, la maladie Crohn par exemple, qui va activer donc des milliers de cellules immunitaires, mais ces cellules agissent localement pour combattre, puisque si le système immunitaire, il n'est pas là que pour éliminer des ennemis, il est aussi là pour participer à la réparation. D'accord? Donc il a cette double fonction. Mais ces cellules activées parce qu'il y a une inflammation particulière dans un endroit, on les voit aujourd'hui rentrer dans le cerveau. Donc, comment se passe cette communication entre système immunitaire inflammé et cerveau? Est-ce que le cerveau reçoit ces messagers comme si finalement nous étions face à un stress psychologique? Et là, vous voyez que finalement, la nature, elle n'a pas 36 répertoires pour agir et nous permettre de nous adapter. Que mon stress soit un stress parce que j'ai un patron qui me demande « Allez, il faut avancer » et puis tous les mois je vais au travail, enfin non, tous les jours je vais au travail. Et je me suis révélé là. C'est toi le patron, hein, ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais donc, imaginez, je vais tous les jours et puis je suis sous ce qu'on appelle le harcèlement. Ce stresseur psychologique qui me menace, mon corps et mon cerveau n'aura pas d'autre moyen qu'il a déjà à disposition pour combattre une inflammation, une maladie. Donc vous voyez, c'est là où c'est intéressant de voir cette notion de stresseur, qu'elle soit matérialisée par des virus qu'on appelle SARS-CoV-2 par exemple, ou le patron qui nous fait peur. Autre type de communication, la voie hormonale, on en a parlé notamment avec le cortisol, mais par exemple, vous devez peut-être le savoir, les récepteurs à l'insuline, on va les trouver aussi dans le cerveau. Et ils ont des fonctions éminemment importantes. Ce qui fait que, on sait aujourd'hui que par exemple, on peut avoir une activité cognitive d'autant plus efficace qu'on est capable ou pas d'activer ces récepteurs. Et vous l'avez probablement tous vérifié, que quand on est à jeun, notre pouvoir de concentration est bien plus fort que quand on a vraiment trop mangé. Après, c'est difficile. Alors, c'est difficile en raison d'abord d'une distribution de l'énergie, parce qu'au moment où il faut digérer, il y a un système qui va consommer plus d'énergie qu'il en libère, c'est le système digestif. Donc on peut avoir un défaut d'approvisionnement dans notre cerveau, mais on a aussi des métabolites hormonaux qui participent à la digestion et qui viennent agir sur nos capacités intellectuelles. Alors, on ne devient pas plus bête, c'est juste, on est moins attentif, c'est tout, et après ça va mieux, après cet orage hormonal. On a également des voies nerveuses. Alors, pour vous dire combien les scientifiques connaissent le fonctionnement de ces voies-là, nerfs vagues. Donc du style, tout est à découvrir, vous voyez. C'est les frontières de l'inconnu, là. On sait qu'il y a un nerf qui part du cerveau, et du coup, on ne savait pas à quoi il servait, donc on l'a appelé nerf vague. Et très vite après, on s'est dit, ce nerf vague, évidemment, il donne des commandes, quoi. Voilà, on s'est dit, donc, c'est normal que, aussi par le mental, je puisse participer dans la digestion ou d'autres fonctions au travers du nerf vague. La respiration, les poumons sont touchés par le nerf vague, le cœur aussi, etc. Sauf qu'on s'est encore trompé parce que ce nerf vague, c'est uniquement 20% d'informations effectrices, donc c'est des commandes, je veux que, mais c'est surtout un système d'écoute, 80%. Quand vous regardez le type d'information, eh bien vous voyez qu'il y a du 20% qui part du cerveau vers la périphérie, 80%, nous palpons nos organes et nous remontons de l'information en disant là-haut, ok, tout va bien, patron. Vous voyez, tout va bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des sujets atteints de dépression, résistants à beaucoup de traitements. Eh bien, il suffit de placer un pacemaker pour stimuler ce nerf, avec une salve, on a entendu tout à l'heure les potentiels d'action, donc un événement, une information qui a le potentiel d'agir. Eh bien ici, le potentiel d'agir,
c'est plutôt vers l'optimisme. C'est-à-dire, on peut envoyer des messages où le sujet se sent mieux. Qu'est-ce que c'est qu'un malaise vagal? Alors, quand, comme on a dit, que ce système-là est là pour palper, eh bien, quand vous avez une dilatation, quand vous avez des événements à la périphérie, ces événements à la périphérie peuvent dire au cerveau, écoute, par exemple, danger. Il va falloir que tu t'évanouisses parce qu'on a des problèmes pour gérer la pression sanguine. Et donc ça devient un réflexe. Je m'évanouis, je me couche par terre, et à ce moment-là, mon problème d'acheminement du sang dans des régions éminemment importantes comme le cerveau, on a un problème parce qu'il faut lutter contre la gravité. Une fois qu'on est allongé, ça va mieux. Donc, vous voyez, et merci pour la question, parce qu'elle vous montre combien ce dispositif, c'est un dispositif autonome. Quand un militaire s'évanouit en écoutant un discours de Macron, c'est à cause de ça. Alors, on a fait les tests avec Mélenchon, ça marche aussi. Et en tout cas, ce qui est important, justement, quand on a l'ensemble de ces messagers qui communiquent à notre cerveau, eh bien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le stress, une dimension du stress, attention, ne résumez pas ce que je dis, toujours d'une pensée univoque. C'est toujours multifactoriel. Mais pour certains stress, cela viendra du ventre. Pour les troubles, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, d'accord, facultés cognitives, ma mémoire, mes capacités à me concentrer, le sommeil, très intéressant. On s'aperçoit aujourd'hui que le sommeil, il a des vertus cognitives. Pendant très longtemps, on pensait que confier son corps à Morphée, c'était juste parce qu'il y avait la notion de repos, comme si on pouvait être trop fatigué mentalement et qu'il fallait se reposer. Évidemment, aujourd'hui, on attribue au système, à tout ce qui régule notre sommeil, des vertus. On aurait pu en parler sur l'exposé de Bassem lors des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, l'accumulation de ces plaques, on sait qu'il y a des phénomènes d'évacuation, de supprimer des protéines qui auraient tendance à s'accumuler, eh bien, par des mouvements de chasse d'eau, de fluides qui vont être transférés donc d'une partie à une autre et d'évacuer comme ça des déchets. Et donc on voit aujourd'hui que par exemple, avec 5 à 10 années précoces, on peut avoir des biomarqueurs sur la qualité du sommeil d'une personne. Et intervenir, évidemment, en se disant que là, peut-être qu'il y a un risque pour le sujet de connaître quelques troubles cognitifs ou de déclin cognitif. Bon, voilà, on a parlé de l'inflammation, on a parlé tout à l'heure de certaines régions du cerveau qui continuent à produire des nouveaux neurones. Eh bien, ces régions-là, effectivement, j'en ferai la preuve tout à l'heure, sont aussi sous la tutelle d'informations qui nous viennent de la périphérie. Et puis la consommation, comme je vous l'ai dit, n'est pas que du domaine du libre arbitre, il y a aussi une grande partie qui dépend de la composition de notre microbiote. Ça a été assez extraordinaire de montrer, par exemple, que des sujets qui vivaient des décalages horaires, parce qu'ils prenaient souvent l'avion, il y avait des gens qui prenaient du poids. Alors c'est intéressant parce que ces microbiotes-là, normalement, si vous ne subissez pas de décalage horaire, ils ont un rythme qui est le même de celui que nous vivons. Vous voyez ? Quand vous prenez plusieurs décalages horaires, eh bien, une équipe au Weizmann, en Israël, a montré que la composition du microbiote était altérée, parce qu'il n'y avait plus les messagers que l'on a quand on est éclairé par la lumière, et que ce changement de microbiote était à l'origine d'une consommation exacerbée de gras et de sucre. Et la preuve, ça c'est une corrélation, et il faut évidemment faire attention entre corrélation et causalité. Donc c'est une corrélation, c'est une observation, la causalité. Vous prenez ce microbiote avec cette composition altérée parce que le sujet donc a vécu des décalages horaires, et vous l'introduisez dans des petites souris qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver à prendre du poids. Et vous faites l'analyse fine et vous découvrez une ou deux types d'espèces de bactéries qui se sont mis à se développer pour le sujet
qui vivaient des décalages horaires. Donc vous voyez, juste, je vous ai donné un petit exemple là au travers du fait que parfois on a des conséquences comme l'obésité par exemple, juste liées à une altération de la diversité. Nous sommes tous censés héberger entre 200 et 400 espèces différentes dans notre intestin. Alors, quand on a travaillé et qu'on a vu qu'il y avait des fragments de bactéries qui pouvaient, pour des raisons X ou Y, parce que ces bactéries, vous savez que le temps de génération de bactéries, c'est toutes les 20 minutes, on se divise. Mais quand vous vous divisez, il y a des petits morceaux qui peuvent partir. Voyez, et quand je dis elles peuvent partir, être captées par voie sanguine et venir agir sur le cerveau. Donc la première chose qu'on s'est demandé, si la communication entre les bactéries et le cerveau était de même nature que la communication qui est connue depuis très longtemps entre les bactéries et les cellules immunitaires, celles qui patrouillent. Pour patrouiller et reconnaître des organismes qui pourraient être pathogènes autour de nous, il faut qu'elles expriment, ces cellules immunitaires, des récepteurs particuliers. Alors, il y en a un, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, gardez juste le nom, NOD2. Son nom de code, c'est NOD2. Ce NOD2, il est intéressant parce que on connaît des activateurs. Vous voyez, soit vous prenez des fragments de bactéries, mais surtout quand on est des neuroscientifiques comme nous, les bactéries, ça nous fait peur. Donc, quand on nous dit vous n'aurez pas besoin de manipuler les bactéries, vous aurez juste des composés synthétiques, c'est plus sympathique. On n'est pas obligé de travailler avec des hôtes et des masques, etc. Donc, premièrement, ce récepteur NOD2, il a un agoniste. Deuxièmement, ce récepteur NOD2, comme je vous l'ai dit, on le connaît pour être exprimé dans les cellules qui patrouillent de notre corps. Et troisièmement, on avait regardé la bibliographie et je ne suis pas comme Bassem, un généticien, mais on fait des méta-analyses, on va regarder le travail des autres, vous voyez, sur les épaules des autres. Et on avait vu qu'il y avait une relation entre quelques troubles chroniques et évidemment des systèmes immunitaires, mais également des problèmes mentaux. Il y avait notamment chez les bipolaires des associations entre NOD2 et bipolarité, qu'il y avait des relations entre maladie de Crohn, docteur, j'ai un intestin inflammé, vous allez voir un gastro-entérologue, puis vous dites, puis vous savez, moi je broie du noir. Alors lui, il va dire, oui, c'est normal, dans l'état où vous êtes, mais en fait, c'est pas si normal que ça. Peut-être que la maladie, elle part directement au cerveau, c'est pas juste une dimension subjective du sujet. Donc on s'est dit, allez, on va aller voir si dans le cerveau, il y a des récepteurs. Eh bien, au moins pour les premiers rangés, je ne sais pas si à l'arrière vous pouvez voir, mais voici la coupe d'un rongeur. Et là où vous voyez un éclairage dans ce tissu noir, eh bien c'est là où ça vous dit que ce récepteur, il est exprimé. Et ça, pour nous, ça a été déjà une grosse surprise, de voir des récepteurs immunitaires dans le cerveau. Donc du coup, on a mobilisé tous les chercheurs qui ne savaient pas quoi faire, pour leur dire, il va falloir chercher avec nous à quoi ça sert d'avoir des récepteurs immunitaires dans le cerveau. Et donc on a pris notre modèle adoré, la petite souris, on lui donne à manger, et puis on a constaté que quand elle avait bien mangé, il y avait des fragments de ces bactéries que vous voyez là, ici, qui filaient dans le sang. Donc ce que vous allez voir, muropeptides, c'est des fragments de la paroi des bactéries. C'est comme un Lego, quand vous êtes en train de construire un Lego, autour de vous, il y a aussi des pièces qui ne sont pas attachées. Et ces pièces pas attachées finissent par voie sanguine, et on les a trouvées dans le cerveau. En regardant bien dans le cerveau, avec quelques petites astuces, on s'est rendu compte que certains neurones qui avaient le récepteur, non seulement avaient le récepteur, mais quand ces récepteurs étaient activés par ces fragments, eh bien, il y avait des changements de l'activité de ces neurones. Et comme vous voyez là, quand vous allez avec un enregistrement d'une seule cellule, interroger une cellule dont vous savez qu'elle exprime le récepteur immunitaire, qu'est-ce que vous pouvez voir? Au moins au premier rang, vous voyez que, alors que cette cellule était dite excitable, elle émet des potentiels d'action,
elle est excitable. Eh bien, quand elle a eu cette activation de ce récepteur-là, vous voyez, elle devient silencieuse. Et de façon concomitante, quand ces neurones d'une région particulière, je vous donne le nom, mais ne le retenez pas, hypothalamus, vous voyez, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quand même que c'est un peu la partie vitale de notre cerveau. C'est grâce à l'hypothalamus que vous mangez, c'est grâce à l'hypothalamus que vous avez soif, c'est grâce à l'hypothalamus qu'on se reproduit. Mais c'est toutes les fonctions vitales, finalement, dépendent de cette région-là. Bien, c'est intéressant de voir que cette région-là, elle est sensible aux messagers qui nous viennent du ventre par voie sanguine dans cette région-là. Et comme vous voyez, ces neurones qui deviennent inactivés, de façon concomitante, vous voyez un animal qui dit « stop, j'en veux plus ». Mais nous, on se pose la question, il n'en veut plus pourquoi? Mais il n'en veut plus parce que, à force d'avoir mangé, le microbiote intestinal prolifère, et à un moment donné, par atavisme, par égoïsme, les bactéries dans notre intestin disent « arrête d'envoyer à manger parce que là, on n'a plus de place ». Vous voyez, chaque fois que vous mangez, vous allez avoir cette prolifération de bactéries qui font qu'à un moment donné, ce signal « stop, arrête de manger » ne nous vient pas vraiment de la tête, mais en tout cas, il nous vient de cette partie-là. Alors, c'est une recherche purement fondamentale, mais vous voyez qu'on peut faire un pas de côté, et qu'il y a peut-être certains obèses qui n'ont pas cette voie qui marche. Vous voyez, et donc d'un coup, ça nous invite aussi à regarder, pour certaines formes d'obésité, existe-t-il le récepteur dans cette partie du cerveau? Et s'il existe, est-il fonctionnel? Parce qu'on pourrait l'imaginer être présent, mais ne pas être sensible aux signaux qui viennent des bactéries. Vous voyez? Donc on peut imaginer, aujourd'hui, à l'aune de cette recherche fondamentale, que des cliniciens soignant les troubles du comportement alimentaire s'intéressent, peut-être par une dimension génétique, qu'on appelle aussi une autre dimension qu'on va qualifier de métabolome. Vous allez regarder ce qui passe dans le sang du sujet et peut-être le soigner, non pas au niveau de l'intestin, mais au niveau de la tête. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par ce petit décalage, on peut aussi offrir des moyens de soigner le cerveau, non plus dans le cerveau, mais en agissant aussi à la périphérie. Parce que peut-être que c'est le défaut déjà d'émission du signal de l'intestin qui dysfonctionne pour certains troubles du comportement alimentaire, TCA. Voilà ce que je vous ai dit dans cette première étude que nous avions publiée en 2022 dans Science. On a montré que ces fragments-là partent par la voie sanguine, agissent sur l'hypothalamus. Cet hypothalamus voit son activité réduite et de façon concomitante un comportement de faim qui est également éteint. Donc ça, on parle de cerveau sain, évidemment. Ça ouvre aussi d'autres voies. Quand cette composition du microbiote est modifiée, je vous ai donné juste un exemple, ceux qui vivent des décalages de l'alternation entre lumière et nuit, mais il y en a d'autres, hein, formes de dysbiose. Quand vous avez pris de façon un peu trop répétée des antibiotiques, on modifie sa flore, autrefois flore, et le mot flore a évolué vers microbiote. Pourquoi? Parce que flore, ça fait fleur, ça fait passif. Ben, aujourd'hui, ces fleurs, elles nous parlent. Donc on a préféré introduire le terme de microbiote. Mais donc, voilà, en tout cas, en cas de changement de la composition de notre microbiote intestinal, eh bien, aujourd'hui, d'un point de vue de pathologie, on peut, dans certaines formes, attribuer une responsabilité à ce microbiote intestinal. Maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, forme de dépression ou d'anxiété, et enfin, les maladies neurodéveloppementales. Certains pensent que, de nouveau, quelques formes, par exemple, du spectre de l'autisme, pourraient venir d'un défaut du microbiote du sujet, soit à la naissance, soit dans les mois qui suivent la naissance. Donc, voyons ces hypothèses, et un scientifique qui croit en rien, tant qu'il n'a pas fait l'expérience. Donc, si par exemple, l'hypothèse est que des changements du microbiote pourraient induire des formes de dépression,
eh ben, ça se teste. Donc vous attrapez une petite souris qui va très bien, elle est heureuse. Vous lui dites le patron va arriver tous les jours. Et vraiment, au bout d'un moment, vous voyez, pour le monde scientifique, vous lui dites ton papier est rejeté, ta bourse, ta demande de bourse est rejetée, vous voyez, c'est notre quotidien, c'est pareil. Ben, au bout de 8 semaines, vous n'êtes pas très bien. Donc là, on le sait, on a fait des batteries de tests, de comportement. Thierry parlait tout à l'heure de la neurogénèse de l'hippocampe. Cette dynamique, cette forme juvénile qu'on a dans notre cerveau, on a un territoire qui s'appelle l'hippocampe, en raison de sa ressemblance de forme avec le cheval marin. D'accord ? Et cette région-là, elle a deux fonctions. D'abord, d'assurer que je puisse aller au supermarché tous les jours. Donc c'est la mémoire spatiale. C'est la dimension cognitive de la fonction de cette structure, qu'on appelle hippocampe, et aussi une autre fonction importante, tamponner les émotions. Donc, si vous allez maintenant modifier l'état d'un animal, on va regarder avec son comportement. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous pouvez imaginer, par exemple, on a vu une arène tout à l'heure. Alors, nous, on ne met pas des mouches, on met des souris. Mais si vous mettez un spot, qu'est-ce que va faire la souris? Elle va éviter le spot. Vous voyez, c'est génétique, c'est son instinct. Elle n'a pas envie de s'exposer dans une clairière. Il peut y avoir un rapace qui passera. Donc, vous voyez, un animal anxieux, c'est un animal qui n'ira jamais explorer, parce qu'on est un peu taquin, on va mettre une récompense, par exemple, au milieu. En gros, si tu n'es pas stressé, si tu n'es pas anxieuse, bah, tu vas aller chercher la récompense. Et nous, avec un chronomètre, on regarde combien de temps elle hésite, etc. Donc, on peut par des batteries de tests explorer l'état optimiste de la souris. On peut également regarder dans son cerveau si justement l'hippocampe garde cette caractéristique, cette dynamique, produire des nouveaux neurones à partir de cellules souches ou pas. Quand un animal est stressé, cette caractéristique disparaît. Et une fois qu'on est certain, par toutes ces batteries de tests, que ce soit dans le cerveau ou le comportement, qu'on est certain que cette souris est stressée, on va prendre ces petites crottes qu'elle a laissées dans la cage et on va contaminer l'autre boisson de souris qui sont à côté et qui sont heureuses, qui vont bien, parce que elles peuvent venir assister à des conférences de temps en temps. Et là, on les a contaminées dans l'autre boisson. Alors, il fallait les préparer un tout petit peu. Bon, soit on prend des souris qui vivent dans des bulles, comme des enfants bulles. Elles n'ont pas de germes, zéro. Soit vous les avez traitées pour la cause avec un peu d'antibiotiques, vous assurez que ce n'est pas le traitement lui-même qui rend l'animal malade, mais vous lui avez fait boire cette eau de boisson contaminée, et vous attendez 8 semaines, et en fait, je ne sais pas si j'ai mis les résultats, bon, je les résume là, eh bien, on a montré que les souris devenaient dépressives, après avoir reçu ce microbiote stressé. Donc, si vous me suivez, on a une souris qui est bien, qui devient stressée. On prend son microbiote qu'on va qualifier par un abus de langage de microbiote stressé. Donc il y a eu une dysbiose, il y a eu un changement d'équilibre. On contamine et là on voit des animaux qui deviennent dépressifs. Donc on vient de découvrir que la dépression, sur certaines formes, n'allez pas dire que toutes les formes comme ça en sortant d'ici parce que là on aura raté la cible, mais quelques formes de dépression sont contagieuses. C'est ça qu'on est en train de voir. Et donc là, le résumé, c'est qu'on s'aperçoit que quand il y a un changement de composition du microbiote, eh bien, notamment, on avait vu la disparition d'une espèce qu'on appelle les lactobacillus, d'où l'importance de manger des yaourts, de manger de la saucisse sèche et de boire des boissons un peu fermentées. Eh bien, que ces composés-là, quand ils étaient présents, eh bien, ils produisaient, dans un travail, on a démontré qu'ils produisaient des dérivés du cannabis. Mais ça, c'est légal. Est-ce que vous avez fait l'expérience inverse, c'est-à-dire transporter du microbiote d'une souris saine à une souris déprimée? Non, on n'a pas fait. On va le voir tout à l'heure dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Mais je garde la remarque. Et là, donc, simplement, eh bien, ces formes de bactéries produisent des signaux qui viennent du métabolisme des lipides. Et ces signaux-là activent
en l'occurrence ici, c'était dans la région de l'hippocampe, et vont remettre nos cellules souches capables de produire des nouveaux neurones, et ces nouveaux neurones vont s'intégrer et ne plus disparaître comme ils le faisaient en cas de stress. Donc voilà ici une conséquence très tangible, c'est-à-dire qu'on peut aller, et c'est ça qui est en fait en général l'approche scientifique, c'est d'essayer de réduire le plus possible pour être dans une vraie corrélation, où vous allez pouvoir juste, à partir d'un stress, non pas prendre du stress d'un animal sain et le mettre chez un animal stressé pour le sauver, parce que il y a tellement de choses que vous allez faire, et les chercheurs aiment bien contrôler les variables. Et prendre un microbiote d'une souris, déjà si elle est dominante dans son rang hiérarchique, son microbiote n'est pas le même. Vous voyez. Donc plutôt que de faire cette approche très grossière, on va plutôt regarder dans la signature du microbiote et voir les quelques espèces qui viendraient à différer. Et en l'occurrence là, c'était du lactobacillus. Et donc on a mis du lactobacillus pour les animaux stressés dans leur alimentation. Et on a vu effectivement qu'on avait un effet antidépresseur. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, les yaourts Danone avec la carte vitale. Hein. Une autre histoire nous a permis de montrer, donc là on a parlé du microbiote et les dérivés du cannabis pour stimuler cette production de nouveaux neurones et effacer les comportements de dépression. Dans un autre travail, on avait essayé de comprendre pourquoi il y a 30% de sujets qui sont résistants aux antidépresseurs. Et c'est toujours un drame parce que avoir quelqu'un qui résiste à toute forme de thérapie, on hésite ensuite à le laisser rentrer chez lui. Sur 3 personnes, une personne ne répondra pas aux antidépresseurs. Donc on a travaillé sur cette dimension-là, de la résistance aux antidépresseurs, et je vous la fais court. En fait, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir une forme de résistance aux antidépresseurs, notamment quand on va agir avec la fluoxétine, donc le Prozac. Que fait le Prozac? Le Prozac évite que un messager particulier qu'on appelle la sérotonine se dégrade. Vous voyez? Donc ce qu'on veut faire avec du Prozac, c'est un petit peu comme quand vous avez un lavabo, vous mettez la bombe pour pas que l'eau parte, s'enfuit. Mais le problème pour certains, c'est que ça sert à rien de mettre la bombe pour que l'eau ne s'enfuit pas du lavabo, c'est qu'il n'y a pas de robinet d'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont avoir des troubles à produire de la sérotonine. Donc ça ne sert à rien d'éviter qu'elle se dégrade si elle n'est pas produite. Et donc on a montré qu'il y avait une famille de bactéries qui produisaient les précurseurs de la sérotonine. Donc quand vous allez manger, il y a beaucoup d'acides aminés que vous allez manger. Et il y en a un qu'on appelle le 5-hydroxytryptophane qui va ensuite devenir la sérotonine. Et 80% de notre 5-hydroxytryptophane qui s'écoule dans nos veines nous vient de ce microbiote intestinal. Vous voyez, c'est un peu comme un taureau. Vous vous êtes jamais demandé comment un taureau pouvait faire 400 kg? Moi, pendant longtemps, je n'avais pas la question, la réponse. Comment un taureau qui mange que de l'herbe fait 400 kg de muscles? Si vous mangez que des salades à la maison, vous verrez que vous ne ferez pas 400 kg. Ça, je vous le dis, n'essayez pas. Hein. Mais en revanche, quand il mange de l'herbe, c'est pas pour lui. C'est pour le microbiote, qui va lui produire ensuite les protéines. Donc, vous voyez, les protéines à travers les acides aminés, etc. Bon, ben voilà. Donc là, on a démontré que des formes de résistance à la fluoxétine, donc au Prozac, provenaient d'abord d'un manque de cette famille de bactéries qui produisent le 5-hydroxytryptophane. Voilà. Alors, petit casse-tête, tiens, pour vous, puisqu'on parle de cerveau, on va frapper un peu sur ces têtes-là. Avez-vous... Oui. Est-ce qu'on peut rétablir ce déficit en bactéries facilement, justement, pour pouvoir Alors, donner une... Il y a, les approches sont différentes, mais on peut, bien sûr. La méthode la plus ancienne, c'est faire appel aux probiotiques, c'est-à-dire que là, on voit des bactéries qui sont bénéfiques et donc on va pouvoir les introduire. Il n'y a pas longtemps encore, c'était systématique. Quand quelqu'un prenait les antibiotiques, on lui donnait de l'ultralevure. Maintenant, faites-le, mais vous allez payer de votre poche, c'est plus remboursé. Voilà. Après, on a, si on ne veut pas agir sur les probiotiques, parce que c'est pas
une famille, mais qu'il y en a plusieurs qui viennent à manquer, on va agir en amont, on va agir sur ce qu'on va appeler donc les prébiotiques. Alors là, les prébiotiques, c'est ce qui va apporter, ce sont les nutriments apportés pour nos bactéries, et qu'elles puissent reprendre la densité qu'elles avaient avant un épisode. L'ère du taureau. C'est l'ère du taureau, c'est-à-dire, c'est notamment les acides gras à chaîne courte, donc les huiles, l'huile d'olive, les graines, les graines, génial sur les salades, allez-y. Donc les prébiotiques, les probiotiques, puis maintenant on a les postbiotiques. C'est-à-dire que soit la personne ne peut pas consommer des aliments X ou Y, soit parce qu'il y a des réponses, des réactions de son corps sur le probiotique, on agit sur le postbiotique, c'est-à-dire que là, on prend la bactérie comme une usine chimique, on analyse les signaux chimiques qu'elle produit, et par exemple, il y en a un qui s'appelle le butyrate, et c'est ce que vous sentez dans le beurre rance. Oui. C'est ça. Donc le butyrate est un dérivé, puisque là, il y a donc des bactéries dans votre beurre qui produit le butyrate. Ben, le butyrate est en fait le meilleur anti-inflammatoire et qui va calmer ces bactéries néfastes qui se prolifèrent et qui va au contraire augmenter la prolifération des bonnes. Petit casse-tête, j'avais dit. Combien y a-t-il de bactéries et on peut les comparer à la Voie lactée, parce que je ne vais pas vous demander de les compter maintenant, une à une. Mais en gros, par rapport à la Voie lactée, est-ce que la réponse est A, c'est-à-dire il y aurait 100 fois moins, 2 fois moins, le même nombre, 3 fois plus ou 1000 fois plus? Réfléchissez. 1000 fois plus. Moi je dis A. A. Ah bon? Qui a dit A alors, à part madame? Et qui a dit E? E. Ouais, vous êtes des malins. Vous vous rendez compte que parce que c'est en bas, ça doit être ça. C'est la vérité. Le microbiote, voilà, où il y en a. Il y a pas que, là, je vous ai parlé que du microbiote intestinal, mais il y a le microbiote des voies aériennes supérieures. C'est intéressant parce que deux personnes peuvent contracter SARS-CoV-2 et ne pas avoir du tout les mêmes conséquences de cette infection. Et avec du recul, on a vu maintenant qu'une grande partie de notre protection, de notre défense, ou au contraire de notre vulnérabilité, venait de la richesse de ce microbiote des voies supérieures aériennes. Microbiote de la peau, alors ça c'est extraordinaire, mais voilà, deux individus prennent la même crème et ne vont pas sentir la même odeur. Et les parfums n'auront pas les mêmes effets sur nous, parce que ce microbiote va transformer ce signal chimique en un autre signal en fonction de la composition du microbiote. Voilà, bon, je ne vais pas passer. On a parlé un peu de l'autisme, je crois, tout à l'heure. Voilà, on sait combien le microbiote vaginal est important, puisque rappelez-vous que l'enfant, il sort d'une bulle stérile. Donc, la première contamination qu'il aura, c'est au moment de l'accouchement. Et justement, on parle du lactobacillus en tant qu'antidépresseur. En fait, le lactobacillus, il est fortement exprimé au niveau du vagin. Pourquoi? Parce qu'il va produire une acidité, un pH 5, et c'est des aliments que vous allez aussi aimer. La saucisse sèche? Non? Le yaourt alors. Kombucha. Enfin, vous voyez tous ces aliments avec un pH 5? Je ne parle pas de jus de citron là, je parle légèrement acide. Cette acidité nous vient de la présence de ces lactobacillus. Et ces lactobacillus, justement, on voit combien ils sont importants pour réguler notre système immunitaire et faire que notre cerveau se développe plus ou moins bien. Voilà. Autre quiz. Puisque le microbiote intestinal est si important pour notre cerveau, j'ai essayé de vous le démontrer, il faut pour ça que ce microbiote échange avec cet organe qu'est l'intestin. Donc, est-ce que la surface de notre intestin est équivalente à une table de ping-pong, à un terrain de tennis, terrain de basket, un terrain de foot, ou enfin un terrain de golf? Terrain de foot. On aime le foot à Vincennes, hein? Tout le monde est pour le foot alors? Eh bien, la réponse c'est tennis. Il faut tous choisir la balle. Voilà, c'est 200 mètres carrés. Allez, dernier pour vous stimuler un peu. Il faut identifier ces petits organismes que vous avez hébergés chez vous. En gros, vous leur avez promis
le gîte et le couvert. Vous leur dites, venez chez moi, et tu auras 37 degrés, régulés en permanence, et 3 fois par jour, tu auras des liquides et des solides qui vont arriver, tu te sers, et ce qui restera, c'est pour moi. Donc, les voilà, ceux que vous avez abrités. Alors, est-ce que même vous êtes capable de les nommer? Parce que vous les hébergez, il faudrait quand même les connaître. Non, pas d'air. Non, c'est un champignon. Ensuite, là, champignon. Ça, c'est un champignon. Ensuite, Ça, c'est un petit truc qui se déplace là. bactéries, voilà, bactéries, virus, phage. Alors lui, il rentre dans les bactéries. Je parle sous le contrôle de Thierry parce qu'il est plus expert que moi. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Parasites, voilà. Voilà, parasites. Voilà, on héberge tout ça. Et que rien que pour les bactéries, on en compte 1000 espèces. Ce qui fait penser certains philosophes que l'humain n'est rien. Que l'humain avec ses 30 000 gènes, c'est bien, mais que nous avons 2 kilos de bactéries qui amènent leurs gènes, qui amènent leurs signaux chimiques, qui font que finalement, quand je dis que c'est un principe philosophique, que l'humain est une symbiose mutualiste. C'est ce qu'on appelle en business, c'est le ticket win-win. Justement, j'avais cette question. Vous nous démontrez depuis le début que nous ne sommes rien, que nous sommes une colonie. Oui. Un cheval de Troie. Et que notre cerveau a des récepteurs qui sont adaptés à cette colonie. Oui. Donc c'est pas notre cerveau, c'est le cerveau de la colonie. Mais alors ça remet un peu en cause la théorie, l'art de l'évolution qui fait d'un mammifère l'ancêtre d'un autre mammifère. Peut-être que c'est une bactérie qui a muté qui nous a rendus plus intelligents. Alors, c'est un raccourci que je n'aurais pas, mais c'est bien de regarder le fonctionnement du cerveau au travers d'un aspect évolutif, bien sûr. Et parfois même, on a parlé tout à l'heure de développement, le développement récapitule aussi l'évolution, on le sait. Mais juste une chose, c'est que les bactéries habitaient la Terre des millions d'années avant nous. Elles nous ont vus arriver. Ils ont rigolé. Et donc, ils nous ont colonisés comme étant un vecteur, et on est des vecteurs de ces bactéries, et c'est sûr. Mais puisque notre cerveau s'est adapté. Oui, voilà, mais là, on n'est pas dans un rapport de domination, en fait. On est dans un rapport de symbiose. N'oubliez pas que les fameuses mitochondries qu'on a dans nos cellules sont des bactéries qui sont rentrées et qui ont colonisé ces cellules. Pour quelle raison? Mais simplement parce que l'oxygène est un poison. Voilà. Vous savez bien, puisqu'on nous dit qu'il faut prendre des antioxydants si on veut vivre vieux. Donc, les mitochondries sont des bactéries, donc on a bien des preuves déjà de symbiose. Mais on a d'autres preuves qui font qu'on a cette communication, par exemple, entre l'intestin et le cerveau, et que je ne dirais pas jusqu'à ce que le cerveau est un esclave de nos bactéries, mais en tout cas, qu'il y a eu, d'un point de vue de l'évolution, cette adaptation, et que dans les deux cas, on gagne. Que ces messages-là, on n'a pas à les fabriquer puisqu'ils nous sont déjà produits. Je crois que c'est fini, c'est ça? Alors, on va terminer sur cette notion philosophique. Voilà, en gros, c'est 3 niveaux d'emboîtement. C'est-à-dire que le cerveau, c'est bien, mais si on se rappelle que d'un point de vue évolutif, il y a eu d'autres systèmes qui habitaient. Vous savez, c'est pour ça que c'est un concept philosophique, c'est Gaïa. C'est Gaïa, c'est-à-dire que la Terre n'est pas le minéral et le biologique, mais les deux communiquent ensemble. Eh bien, pour le corps humain, c'est la même chose. Ce cerveau, il est bien, on peut l'aborder en tant que cerveau-organe, mais ce cerveau-organe, il communique avec d'autres organes, et qu'aujourd'hui, beaucoup de pathologies peuvent être revisitées à l'aune d'un défaut de communication. Entre les deux, dans les deux cas. Et enfin, le sujet n'est jamais seul. Voilà. Donc le lobionte, c'est l'idée que l'humain est un être de symbiose avec les différents organes et les organismes que nous hébergeons, mais surtout et avant tout, l'interaction humaine. Le cerveau humain est avant tout un cerveau social. Voilà. Après tout, ça ne devrait pas vous surprendre si je fais le parallèle entre les intestins
Et le cerveau parce que la forme suit la fonction, n'est-ce pas? Voilà, et puis je termine juste pour remercier tous les chercheurs qui sont derrière ces aventures parce que depuis Newton qui nous avait déjà dit qu'on est des nains sur les épaules des géants. Ce que je vous ai montré là, ben, en fait, voilà les géants, ils sont là, quand on les met les uns sur les autres. Merci beaucoup pour votre écoute.